Atterrant, consternant, affligeant, on a un collectif identitaire qui est attaqué par les avocats des deux mises en cause dans l'histoire, la sombre histoire de Crépol, où, souvenez-vous, c'était il y a un an, Thomas Perotto a perdu la vie. Nous sommes le 19 novembre, cela fera un an que Thomas Perotto a été tué à Crépol alors qu'il s'amusait dans un bal de village. Le jeune rugbyman de 16 ans avait été, lors de cette fatale soirée, poignardé à mort. À l'origine de ce que la presse appelle une rixe, qui a tragiquement dégénéré, une bande de jeunes venus de la Cité de la Monnaie à Romans-sur-Isère. À l'époque, l'affaire a fait grand bruit. Pour beaucoup, elle était et est le symbole d'une crise identitaire profonde en France. Elle oppose deux mondes. D'un côté, le terroir, la France profonde, et de l'autre côté, les quartiers sensibles massivement occupés par des personnes issues de l'immigration. Cette opposition est renforcée par plusieurs témoignages. Certains amis de Thomas affirment que les assaillants ont clamé « On est là pour tuer les Blancs, on est là pour planter les Blancs » avant de passer à l'acte. Quelques jours après les faits, dans plusieurs villes de France, des manifestations d'hommage au jeune homme ont été organisées par des associations identitaires. Leur but, dénoncer les causes politiques de l'assassinat de Thomas et remettre au centre du débat que ce n'est pas un fait divers, mais un fait politique, comme l'explique Raphaël Emma au journal que je consulte, Boulevard Voltaire. Emma est le président de Tenezoun, association qui a organisé la manifestation d'Aix-en-Provence à l'automne dernier. Pour porter ce combat plus loin, ces associations, dont Tenezoun, ont créé le collectif Justice pour les Nôtres et organisent un grand rassemblement à Romans-sur-Isère le 30 novembre 2024, soit dans une dizaine de jours. Une manifestation qui ne gêne pas la présidente de l'association des victimes du bal de Crépol, comme le rapportent nos confrères de France Info, mais qui en dérange bien d'autres, à commencer par maître Élise Réjaco et maître Bilal Akar, avocats qui défendent les deux jeunes hommes mis en examen dans l'affaire du drame de Crépol. Ces derniers ont porté plainte contre le collectif Justice pour les Nôtres, contre Raphaël Emma et contre X pour provocation publique à la discrimination ou à la haine raciale et pour injure publique discriminatoire. Il reproche au collectif de considérer que la mort de Thomas n'est pas un fait divers, mais lié à une immigration sans contrôle, et d'utiliser le terme racaille pour désigner des personnes issues de l'immigration. Pour Raphaël Emma, cette plainte est fantaisiste. Selon lui, les avocats essaient de faire condamner juridiquement une prise de position politique, ce qui n'a aucun sens. Il ajoute, leur stratégie, c'est de politiser le procès. Les avocats, eux, disent qu'il est de leur devoir de veiller à la fraternité et que cette plainte va dans ce sens. Oui, la fraternité de gens qui se baladent avec des pistolets, avec des armes blanches et qui en font l'usage. Fraternité, mais bien sûr. Peut-on vraiment croire qu'il n'y a chez eux que de l'altruisme et aucune volonté de peser sur le procès ou même d'influencer l'opinion publique? Chacun, il est vrai, est libre de se faire son propre avis. Mais si cela peut vous aider, sachez que sur son compte X, Maître Élise Réjaco s'affiche comme une militante pro-immigration et se dit déçue de ne pas faire partie du réseau d'avocats des frères musulmans. Rien que ça. Eh ben dis donc. Après, sur la même mouvance, on peut s'interroger que près d'un an après le décès de Thomas, son meurtrier présumé court toujours. Alors qu'est-ce qui se passe depuis un an, après le terrible meurtre de Thomas à Crépol, et à en croire Marie-Hélène Teroval, la mère de Romans-sur-Isère, peu de choses. Invitée de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews le 17 septembre dernier, la mère de Romans-sur-Isère s'était indignée des suites que connaît l'affaire. L'enquête peine à avancer, l'auteur n'est pas derrière les barreaux et court toujours. Dès lors, plusieurs questions se posent. Où en sont Ilyes, Shahid, Yazir, Matisse, Fécal, Kouider et Yanis, les 7 majeurs placés en garde à vue? Peu de temps après la mort de Thomas, souvenez-vous, quand ils avaient été interpellés par le GIPN à Toulouse, alors qu'ils cherchaient à rejoindre l'Espagne, quels ont été les résultats des arrestations des 11 personnes, dont une mineure, toutes originaires du quartier de la Monnaie, et pour la plupart déjà connues des services de police? Rien de très concret ne filtre, jusqu'à présent. Rien que le dossier soit particulièrement sensible et compliqué à traiter pour les enquêteurs de police. L'auteur des coups de couteau fatidiques n'aurait donc pour l'heure toujours pas été formellement identifié et, par conséquent, pas appréhendé.
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas là-dedans un deux poids, deux mesures judiciaire? Le meurtre de Thomas a créé un électrochoc. Rapidement, après le décès tragique du rugbyman de 16 ans, de nombreux jeunes militants de droite sont venus de toute la France. Ils étaient venus manifester leur colère dans les quartiers de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, d'où sont originaires les principaux suspects. Résultat, une pelletée d'arrestations, des peines de prison allant de 5 à 10 mois requises contre certains des participants, et un jeune homme tabassé, presque laissé pour mort. D'autres, sans lien avec le rassemblement du quartier de la Monnaie, ont tout bonnement été condamnés pour avoir collé des affiches dénonçant l'odieux crime. Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice, rappelle que la lenteur en justice n'est pas une nouveauté. Avant d'expliquer, il faut dire que le dossier est complexe, rappelons-le, il s'agit d'une affaire criminelle. Mais sur le fond, le responsable associatif estime que la justice a tendance à chercher des ennuis à des gens qui n'ont pas de dossier ni de casier judiciaire, et c'est parfois se montrer intraitable. Et là, il fait référence aux militants de droite arrêtés pour avoir manifesté leur colère. Comme c'est étonnant. Et, rappelons-le, le mobile raciste n'a pas été retenu. On est là pour tuer des blancs. Malgré les multiples témoignages des personnes présentes lors du drame, le procureur de Grenoble n'a, semble-t-il, toujours pas retenu le mobile raciste anti-blanc, réduisant les propos des amis de Thomas à des dénonciations sans preuve. Pour Pierre-Marie Sèvres, cependant, la prudence reste de mise. L'affaire est toujours en cours. Peut-être que le mobile raciste sera retenu. Mais il est étonnant qu'il ne le soit pas. Les magistrats sont de gauche et n'aiment pas ces sujets-là. Ils sont déconnectés. La notion de racisme anti-blanc serait-elle un tabou pour la justice française? Pour beaucoup, c'est un fantasme. Ils refusent d'en entendre parler. Du côté du monde politique, le sujet est rarement abordé et l'instrumentalisation est vite dénoncée lorsqu'un crime émeut la droite et la France. Les politiques sont frileux. Ils ont l'impression de danser sur un volcan qui risque l'éruption à chaque mouvement. L'autorité politique cherche à tout prix à éviter l'émeute, ce qui est normal. Mais elle a parfois tendance à brider les forces de l'ordre, comme c'est le cas avec la note 89, qui interdit les courses-poursuites en cas de refus d'obtempérer. À quand la fin de la justice lâche? À quand la fin de la lâcheté des politiques? Et après, on nous parle donc de Thomas Perotto, on nous parle donc des vilains raquistes qui ont été condamnés, mais est-ce qu'on nous parle de ce jeune homme qui a été tabassé, voire lynché dans le quartier de la Monnaie? Et il a témoigné. Soulevant les colères et les indignations, de nombreuses voix ont souhaité se faire entendre. C'est dans la nuit du 25 et 26 novembre 2023 qu'un groupe d'une petite centaine de jeunes militants de droite ont investi le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, d'où seraient originaires les assassins de Thomas. Devant les charges des CRS, les militants ont reculé et se sont enfuis. Parmi eux, un jeune homme de 20 ans, dont l'identité doit rester anonyme, s'est réfugié dans son véhicule. Pris à partie, le jeune est lynché, menacé, insulté. Il témoigne. Pouvez-vous retracer les événements? Pourquoi était-ce important de rejoindre ce cortège? L'assassinat de Thomas m'a révolté. C'était un crime raciste, de toute évidence. Des amis m'ont mis au courant de cette marche et j'y suis allé spontanément. Je voulais simplement montrer à quel point j'étais scandalisé qu'il soit possible de se faire tuer en France pour un mobile raciste. Qu'on soit blanc ou de toute autre origine, cela reste un crime ignoble. La justice doit se montrer ferme et prendre en compte le mobile raciste. La manifestation, nous dit, je pose la question du journaliste, a tourné court. À quel moment et pourquoi avez-vous été agressé? Après les premières interventions des policiers, j'ai rapidement repris le chemin de mon véhicule, garé à 700 mètres de la cité de la Monnaie. Je pensais me mettre en sécurité pour éviter tout problème avec la police. Très vite, un homme d'une cinquantaine d'années, se faisant passer pour un agent des forces de l'ordre, est venu et m'a demandé de sortir, chose que j'ai immédiatement faite. Mais j'ai vite compris qu'il m'avait tendu un piège en voyant les jeunes de la cité m'encercler peu à peu et devenir de plus en plus vindicatifs. Au début, je recevais quelques coups et je réussissais à parer, mais ils ont été de plus en plus nombreux autour de moi et étaient armés. Ils m'ont attrapé, m'ont volé les clés du véhicule, mon téléphone et ma cigarette électronique. J'ai pu distinguer, voir que des individus avaient un club de golf et un couteau. Au départ, j'ai subi surtout des menaces et des insultes racistes. Ils n'arrêtaient pas de me dire « sale blanc, un sale bouffeur de porc, sale couffard ». La pire chose qu'ils méditent, c'est « on va te faire une Thomas ». Après cela, ils m'ont roué de coups violents et m'ont jeté de l'essence sur les pieds en me menaçant de me cramer. De là, ils voulaient me faire monter dans un véhicule style Twingo, puis ont rapidement changé d'avis en me poussant dans un minibus en route vers la cité. On m'a mis le couteau sous la gorge pour que je ne me déshabille entièrement. Malgré les menaces, je n'ai enlevé que le haut, mais j'ai payé cher mon refus d'obtempérer. Celui qui m'a ordonné de me déshabiller m'a à nouveau roué de coups dans les côtes, les cuisses et la tête. C'est là que j'ai perdu connaissance, à de multiples reprises, et que les choses sont beaucoup plus floues, jusqu'à mon transfert à l'hôpital par les pompiers. Que s'est-il passé à votre réveil?
Lorsque je me suis réveillé, j'étais torse nu dans un hall d'immeuble avec la fermeture de mon pantalon ouverte et sans ceinture. Un jeune de la cité était là, c'était confus dans mon esprit, mais je me rappelle qu'il était assez moqueur tout en me disant « C'est un arabe qui t'a sauvé », puis plus rien. Je me souviens seulement de l'arrivée des pompiers, puis j'ai un flash de ma prise en charge aux urgences avec plusieurs agents hospitaliers en train d'essuyer le sang dont j'étais couvert. 2 mois après cette agression, conservez-vous des séquelles. Parce que l'interview date donc de décembre, janvier 2023, janvier 2024. Mon agression a eu lieu samedi 25 novembre. J'ai commencé à reprendre mes esprits lundi 27, tout en ayant toujours des pertes de mémoire. Dans le rapport, les médecins ont fait état d'un traumatisme crânien et du genou et d'un nez cassé, de contusions sur l'ensemble du corps et d'une grande plaie à la main droite. J'ai été mis en arrêt 8 semaines au total après contre-avis de mon médecin traitant. Durant toute cette période, il m'a été impossible de me servir de ma main droite forte. Depuis, j'ai de multiples douleurs au dos. Il m'est impossible de soulever un objet de plus de 5 kilos sans ressentir une douleur. J'ai également toujours très mal à la cuisse, mais j'ai tout de même dû reprendre mon travail. Psychologiquement, c'est toujours compliqué. Pas un jour ne passe sans que je repense à mon agression. Chaque jour, je me dis que je suis passé à côté de la mort. Une enquête est en cours et une plainte a été déposée. Avez-vous des nouvelles? Qu'espérez-vous? La police est venue le dimanche même prendre ma plainte à l'hôpital de Valence. C'était encore assez flou dans mon esprit et j'ai certainement manqué de précision. Toutefois, ils m'ont très vite présenté des profils concordants à mon récit. J'ai formellement reconnu un individu sur une dizaine d'autres individus qui m'ont présenté. J'ai exprimé un gros doute sur 3 d'entre eux. Étant encore hospitalisé, je n'avais pas mes lunettes au moment de l'identification. Pour ce qui est de la plainte, mon avocat a fait parvenir une lettre lundi au procureur de Valence afin d'obtenir une copie de ma plainte. 2 mois, ça commence à faire long. Tout ce que je souhaite, c'est que l'enquête mette en avant le mobile raciste de cette lâche agression et que tous les dommages matériels qui m'ont été causés soient réparés. J'attends également que les responsables soient identifiés, mais pour cela, il faudrait avoir les conclusions de l'enquête. Je veux qu'à travers cette affaire, le combat de la maman de Thomas soit entendu. De mon côté, si je dois manifester à nouveau pour Thomas sa mémoire, je le referai. Son histoire ne doit pas être oubliée. Justice doit être rendue pour Thomas. Dernière précision, l'avocat du jeune homme corrobore sa version des faits. Nous sommes le 19 novembre 2024. Cela fait 1 an que cette sombre histoire a eu lieu. Je vous invite à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. L'absence d'informations, l'absence du fait que les véritables auteurs ont été clairement identifiés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéressait et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.